Ma famille a préféré mon ex Grégoire à moi, m'ordonnant de me taire. J'ai souri et je suis parti. 5 jours plus tard, il les a ruinés. Ma mère me supplie désormais de les sauver du désastre financier qu'il a provoqué. Trop tard. Ma famille a invité mon ex-mari au dîner de la Toussaint et m'a dit, « Tu peux venir si tu te tais et ne gâche pas tout pour Grégoire. » J'ai souri, « Profitez bien de votre dîner. » 5 jours plus tard, ma mère m'a appelé en hurlant. La banque a tout pris. Il nous a ruinés. S'il te plaît, arrange ça. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Le téléphone semblait radioactif dans ma main. J'étais assise à mon bureau en acajou, entouré de piles de déclarations fiscales et de rapports d'audit. Le décor typique d'une fin de soirée de novembre à Lyon. Le radiateur cliquetait, luttant contre le froid glacial du Rhône. Mais le froid que je ressentais à ce moment-là n'avait rien à voir avec la météo. Il venait directement de la voix à l'autre bout du fil. « Élise, est-ce que tu m'écoutes ?» Ma mère Martine avait ce ton qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle était sur le point de demander quelque chose de déraisonnable, mais voulait le présenter comme une faveur. J'ai dit, « Grégoire apporte la dinde cette année, une dinde fermière de cette ferme bio avec laquelle il travaille. » J'ai pris une lente inspiration, fixant la photo encadrée de ma grand-mère sur mon bureau. « Grégoire vient pour la Toussaint », ai-je répété, la voix neutre. « Maman, nous sommes divorcés depuis 18 mois. Le jugement de divorce est définitif. Il ne fait plus partie de la famille. » « Oh, arrête d'être si mélodramatique, Élise, lança-t-elle sèchement. Grégoire n'a personne d'autre en ville. Ses parents sont sur la Côte d'Azur, tu le sais bien. De plus, il m'a tellement aidé ces derniers temps. Il a réparé la gouttière du garage la semaine dernière. C'est la famille de cœur, sinon sur le papier. La famille de cœur. L'homme qui m'avait trompé avec sa secrétaire, vidait notre compte joint pour payer ses dettes de jeu, puis dit au juge que j'étais financièrement abusif parce que je contrôlais le budget. Cet homme était la famille de cœur. Je ne viendrai pas s'il est là, ai-je dit. C'était la première fois que je posais une limite aussi ferme avec ma mère. D'habitude, j'étais la médiatrice. C'est moi qui signais les chèques, aplanissais les disputes et absorbais les commentaires passifs-agressifs comme une éponge. Il y eut une pause au bout du fil. Un silence lourd et réprobateur que je ne connaissais que trop bien. « Eh bien, » dit ma mère, sa voix baissant d'une octave, devenant glaciale. « C'est ton choix, je suppose. Mais écoute-moi bien, Élise. Si tu décides de venir, tu ne feras pas de scène. Tu ne reparleras pas du passé ou de tes petites rancœurs. Grégoire a eu une année difficile. Il essaie de remonter la pente. Tu peux venir, mais seulement si tu te tais et ne gâches pas tout pour Grégoire. » Ma prise sur le téléphone se resserra jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Gâcher tout pour Grégoire ? Maman, je suis ta fille. C'est moi qui ai payé ton opération de la hanche l'année dernière. C'est moi qui gère ton fonds de retraite. Et tu me le reproches toujours, cria-t-elle, jouant instantanément la carte de la victime. Tu crois que l'argent achète la loyauté ? Grégoire me donne de son temps, Élise. Il m'écoute. Tu es toujours si occupée avec tes chiffres et tes clients. Tu es froide. Grégoire est chaleureux. Il essaie. Alors, si tu ne peux pas être compréhensive, peut-être vaut-il mieux que tu restes dans ton appartement chic avec ton chat. La pièce semblait tourner. Ce n'était pas seulement du rejet. C'était un remplacement. Il n'avait pas seulement pris son parti. Il l'avait inséré dans le vide laissé par ma dignité. Tu le choisis, ai-je murmuré. Tu choisis l'homme qui a trahi ta fille plutôt que ta fille. Je choisis la paix, Élise, dit-elle, dédaigneuse. Je choisis une Toussaint où tout le monde sourit. Grégoire nous fait sourire. Toi. Tu nous fais juste nous sentir jugés. Alors, tu viens pour bien te comporter ou tu restes à la maison. J'ai regardé par la fenêtre le ciel gris. J'ai pensé aux heures que j'avais passées à gérer ses finances, aux appels tardifs quand elle se sentait seule, aux sacrifices que j'avais faits pour être la bonne fille.
Et j'ai réalisé à ce moment-là que les comptes n'étaient pas équilibrés. Ils ne l'avaient pas été depuis 42 ans. Ne t'inquiète pas, maman, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je ne voudrais pas gâcher le grand jour de Grégoire. Profitez bien de la dinde bio. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis resté assise là pendant un long moment, le bourdonnement du réfrigérateur, seul son dans mon appartement impeccable et vide. Mon cœur battait à un rythme frénétique contre mes côtes. J'ai senti une bouffée de chaleur et d'humiliation me monter au cou. Il ne voulait pas de moi. Il voulait l'idée d'une famille heureuse, et apparemment mon ex-mari jouait mieux le rôle du beau-fils que je ne jouais celui de la fille pourvoyeuse. J'ai attrapé la photo encadrée de toute la famille. Maman, ma sœur Cécile, moi et Grégoire, prise il y a 2 ans au chalet du lac. Grégoire avait son bras autour de maman, la charmant, tandis que je me tenais un peu à l'écart, consultant mes emails professionnels sur mon téléphone. J'ai regardé cette photo, vraiment regardé pour la première fois. Je ne faisais pas partie du cercle. Même à l'époque, j'étais juste la financière, le bruit de fond. Avec une soudaine bouffée d'énergie, j'ai attrapé la photo et je suis allé à la cuisine. Je ne l'ai pas jetée. Je n'allais pas être la femme mélodramatique qu'il m'accusait d'être. Au lieu de cela, j'ai calmement ouvert la poubelle et l'ai glissée dedans, face contre terre. D'accord, ai-je dit à voix haute dans la pièce vide. Vous le voulez? Vous pouvez l'avoir. Mais en retournant à mon bureau, une pensée me taraudait. Grégoire ne faisait jamais rien gratuitement. Il ne réparait pas les gouttières par pure bonté de cœur. Il ne rendait pas visite aux vieilles dames seules pour la conversation. Grégoire était un parasite. Et s'il était si profondément ancré dans la vie de ma mère, il ne cherchait pas seulement un dîner de dinde. Il se nourrissait. Je me suis rassise à mon ordinateur et j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. J'ai tapé le mot de passe pour vérifier l'activité bancaire de ma mère, accès que j'avais en tant que sa mandataire financière. Ou du moins, je pensais que je l'avais encore. L'écran s'est chargé. Accès refusé. Mot de passe changé. Le sang s'est retiré de mon visage. J'ai réessayé. Accès refusé. Ma mère était incapable de changer un mot de passe pour sauver sa vie. Elle les écrivait encore sur des post-it sous son clavier. Quelqu'un d'autre l'avait changé. Oh, tu n'as pas fait ça, ai-je murmuré. Un œuf froid d'angoisse s'est formé dans mon estomac. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette histoire. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous êtes. Je suis Élise et je suis sur le point de vous raconter comment j'ai brûlé les ponts pour éclairer mon chemin. Pour comprendre pourquoi ma mère a changé ce mot de passe, il faut comprendre la dynamique de la famille Durand. Ça n'a pas commencé avec Grégoire. Ça a commencé le jour où je suis né, ou plus précisément, le jour où je ne suis pas né garçon. En grandissant à Lyon, la famille était tout. Nous allions à l'église tous les dimanches. Nous faisions des repas partagés. Nous sourions aux voisins que nous n'aimions pas. Ma mère Martine était la reine des apparences. Elle voulait la maison parfaite, la pelouse parfaite et les enfants parfaits. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. J'ai été major de ma promotion. J'ai fait une école de commerce. Je suis devenu expert comptable avant d'avoir 25 ans. J'ai suivi toutes les règles. Je pensais que si j'avais assez de succès, si j'étais assez utile, je gagnerais enfin la chaleur qu'elle semblait réserver aux autres. Mais mon succès ne semblait que l'aliéner. Quand j'ai eu ma promotion d'associé principal, elle a dit, c'est bien, Élise, mais ne travaille pas trop. Tu auras des rides, et aucun homme ne veut d'une femme ridée. Puis il y avait ma sœur, Cécile. 4 ans de moins, chaotique et perpétuellement en besoin de sauvetage. Cécile n'a jamais fini ses études. Elle a eu une série de mauvais garçons et une adorable fille qu'elle a élevée avec une pension alimentaire et mes prêts qui n'ont jamais été remboursés. Pourtant, Cécile était la drôle. Cécile était celle avec qui maman riait dans la cuisine pendant que j'étais dans le salon à faire leur déclaration d'impôt. Et puis est arrivé Grégoire. J'ai rencontré Grégoire à une soirée. Il était charmant, beau d'une manière virile, et semblait écouter. J'avais 36 ans, j'étais seul et fatigué d'être forte tout le temps. Il m'a fait chavirer. Ou plutôt,
Il a identifié une cible et a déployé une stratégie. Quand je l'ai présenté à la famille, c'était comme si le fils que ma mère n'avait jamais eu entrait par la porte. Grégoire savait exactement sur quel bouton appuyer. Il a complimenté le bœuf bourguignon sec de maman. Il a taquiné Cécile sur ses cheveux d'une manière qui la faisait glousser. Il a réparé la charnière lâche de la porte d'entrée dans les 10 minutes suivant son arrivée. Je regardais depuis la touche, ressentant un mélange de soulagement et de jalousie. Soulagement qu'il l'apprécie. Jalousie qu'il ait percé la carapace contre laquelle je me cognais la tête depuis des décennies. C'est un homme à garder, Élise, m'avait chuchoté maman lors de cette première Toussaint. Ne gâche pas tout. Il est trop bien pour toi. Trop bien pour moi. C'était le récit. Au cours des 6 ans de notre mariage, je suis devenu la banque, et Grégoire est devenu la mascotte. Je payais le crédit immobilier, les mensualités de la voiture, l'assurance et les vacances. Grégoire était consultant indépendant, ce qui est un terme chic pour dire chômeur avec une carte de visite. Il passait d'un projet à l'autre, rénovant des maisons, vendant des compléments alimentaires, faisant du day trading. Rien de tout cela ne rapportait d'argent. Tout cela me coûtait. Mais pour ma famille, c'était un héros. Grégoire est venu tondre la pelouse aujourd'hui, me disait maman au téléphone. C'est un si grand travailleur. Tu devrais l'apprécier davantage. Je paie le service de jardinage, maman, lui rappelais-je. Oh, toi et ton argent? Se moquait elle. L'argent est froid, Élise. Grégoire y met de sa sueur. C'était la dynamique. J'étais le filet de sécurité. Grégoire était le trapéziste qu'il voulait regarder. J'étais nécessaire mais ennuyeuse. Il était inutile mais divertissant. Je me souviens d'un Noël où j'ai acheté à maman une machine à laver et un sèche-linge dernier cri parce que les siens tombaient en panne. Ça m'a coûté 2000 €. Elle l'a regardé et a dit « Oh, merci, ma chérie. C'est très pratique. » 10 minutes plus tard, Grégoire lui a tendu une boîte emballée. À l'intérieur se trouvait un collier bon marché et tape à accent grave l'œil qu'il avait probablement acheté dans un kiosque de centre commercial avec ma carte de crédit. Elle a eu le souffle coupé. Elle a eu les larmes aux yeux. Elle l'a mis immédiatement et a paradé dans le salon. Regardez ce que Grégoire m'a offert. Il a tellement de goût. Je suis resté là, près de la machine à laver, tenant un verre de vin chaud, me sentant invisible. J'ai regardé Grégoire et il m'a fait un clin d'œil. Un clin d'œil suffisant et complice. Il savait. Il savait qu'il n'avait rien de réel à fournir. Il devait juste fournir l'illusion de l'adoration. La négligence émotionnelle que j'ai subie n'était pas violente. C'était une lente érosion. C'était être le conducteur désigné pendant que tout le monde s'enivrait d'affection. C'était être celle qu'on appelait quand l'addition arrivait, mais celle qu'on oubliait d'inviter à la fête. Alors, quand le divorce a eu lieu, j'ai bêtement pensé que la vérité compterait. Je pensais qu'une fois que j'aurais révélé que Grégoire était un menteur et un tricheur, le charme se romprait. Je pensais que les liens du sang étaient plus forts que tout. J'avais tort. Dans ma famille, la flatterie était plus forte que tout. Et maintenant, assise dans mon appartement, fixant cet écran d'accès refusé, je réalisais que l'érosion était complète. Grégoire n'avait pas seulement pris ma place à table. Il avait pris ma place en tant que gardien de confiance des biens familiaux. Ma mère avait 68 ans. Elle avait un pécule substantiel de l'assurance vie de mon père et des années de ma gestion prudente. Cécile était fauchée. Et Grégoire? Grégoire était un requin qui sentait le sang dans l'eau. Je n'étais plus seulement blessé. Mon cerveau d'expert comptable se mettait en marche. La tristesse s'évaporait, remplacée par la logique froide et dure d'un audit. Si Grégoire gérait ses mots de passe, il ne le faisait pas pour l'aider à payer la facture d'électricité. Il le faisait pour cacher les transactions. J'ai pris un stylo et un bloc-notes neuf. D'accord, mon beau, ai-je marmonné, en écrivant son nom en haut de la page. Voyons voir ce que tu trames vraiment. La fin de mon mariage n'était pas une tragédie. C'était un cliché. Je suis rentré plutôt d'un séminaire fiscal à Paris. Je ne me doutais de rien. En fait, je m'étais arrêté dans une boulangerie pour prendre les éclairs au chocolat préférés de Grégoire. Je suis entré dans notre maison, la maison que j'avais achetée avant notre rencontre,
la maison dont je payais le crédit, et j'ai trouvé un soutien-gorge en dentelle sur le sol du salon. Ce n'était pas le mien. Je portais du coton beige fonctionnel. Celui-ci était en satin rouge. Je les ai trouvés dans notre lit. Grégoire et son assistante administrative, une jeune fille de 22 ans nommée Chloé, qui pensait que Grégoire était un investisseur en capital risque. La dispute qui a suivi était prévisible. Il m'a blâmé. Il a dit que je l'émasculais. Il a dit que je travaillais trop. Il a dit que je le traitais comme un employé, pas comme un mari. Peut-être que si tu contribuais au revenu du ménage, je n'aurais pas à travailler 60 heures par semaine, avais-je crié. Tu vois, a-t-il ricané en enfilant son pantalon. C'est toujours une question d'argent avec toi. Tu n'as pas de cœur, Élise. C'est pour ça que ta mère me préfère. Cela m'a plus stupéfié que l'infidélité. J'ai demandé le divorce le lendemain. Je m'attendais à une guerre, mais Grégoire m'a surprise. Il a cédé. Il ne s'est pas battu pour la maison. Il n'a pas demandé de pension alimentaire, principalement parce que mon avocat, Robert, avait la preuve de son infidélité et de ses dettes de jeu. Nous nous sommes arrangés rapidement. J'ai gardé mes biens. Il a gardé sa voiture, que j'ai fini de payer, et il a emménagé dans un appartement minable dans le sud de la ville. Je pensais avoir gagné. Je pensais avoir enlevé le cancer. Mais Grégoire jouait une partie plus longue. Pendant que je m'enterrais dans le travail pour faire face à l'humiliation, Grégoire était occupé à travailler au téléphone. Il appelait ma mère tous les jours. Il allait aider Cécile avec ses enfants. Il a tissé un récit si magistral que je l'ai presque admiré. Il n'a pas nié la tromperie. Oh, non. Ce serait trop facile à réfuter. Au lieu de cela, il l'a contextualisé. Il leur a dit qu'il était brisé. Il leur a dit qu'il avait fait une erreur parce qu'il se sentait si seul. Il leur a dit que je l'avais abandonné émotionnellement des années auparavant. Il a versé de vraies larmes dans la cuisine de ma mère. Je voulais juste me sentir aimé, leur a-t-il dit. Élise, c'est comme une machine. Elle n'a besoin de personne. Mais je suis humain. J'ai merdé, Martine. Et je le regretterai toute ma vie. Mais s'il te plaît, ne me rejette pas. Tu es la seule vraie mère que j'ai jamais eue. C'était une histoire larmoyante militarisée ciblant l'insécurité la plus profonde de ma mère, la peur d'être inutile. Je n'avais pas besoin d'elle. J'étais indépendante. Mais Grégoire était un oiseau blessé qui avait besoin de sa soupe et de sa validation. Donc, l'invitation à la Toussaint n'était pas une décision soudaine. C'était l'aboutissement de 18 mois de préparation. Mais il y avait un détail qui me tracassait alors que je faisais ma liste des actifs à risque. Quand Grégoire a déménagé, il a accidentellement gardé un jeu de clés de la maison de ma mère. J'avais demandé à maman de changer les serrures. Oh, Élise, ne sois pas paranoïaque, avait-elle dit. Grégoire ne me ferait jamais de mal. De plus, et si je tombe et que je ne peux pas aller à la porte? C'est bien qu'il ait une clé. À l'époque, j'ai laissé tomber. J'étais trop épuisé pour me battre. Maintenant, en pensant au changement de mot de passe, cette clé ressemblait à un poignard. Et puis il y a eu l'incident de la station-service. Il y a 2 mois, j'examinais le relevé de carte de crédit de ma mère, à l'époque où j'y avais encore accès. J'ai remarqué une dépense de 40 € dans une station-service de l'autre côté de la ville, près de chez Grégoire. Ma mère ne conduisait pas si loin. Elle conduisait à peine jusqu'à l'épicerie. Quand je lui ai posé la question, elle est devenue défensive. Oh, Grégoire a pris ma voiture pour la faire laver et a fait le plein pour moi. C'est un tel gentleman. T'a-t-il remboursé? Ai-je demandé. Il avait oublié son portefeuille, Élise. C'était 40 €. Tu gagnes plus que ça en 10 minutes. Arrête de compter tes sous. J'ai laissé tomber. Mais maintenant, je réalisais que ce n'était pas une question de 40 €. C'était un test. Il tâtait le terrain, voyant ce qu'il pouvait obtenir, voyant si je surveillais, voyant si elle le défendrait. Elle l'a fait. Et maintenant, les requins tournaient. J'ai regardé mon bloc-notes. 1. Compte bancaire. 2. Fonds de retraite. 3. La maison. Et puis mon sang s'est glacé.
4. Le chalet du lac, le cottage de Mémé. Ce n'était pas seulement une propriété. C'était le seul endroit au monde où je me sentais en sécurité. Le seul endroit où je n'étais pas Élise l'expert comptable ou Élise la déception. Il était à mon nom et à celui de Cécile en indivision. Ma mère avait un usufruit, ce qui signifiait qu'elle pouvait l'utiliser, mais elle ne le possédait pas. Mais si Grégoire avait accès à maman et qu'il se rapprochait de Cécile. J'ai attrapé mes clés de voiture. Il était 21h un mercredi. Je n'allais pas dormir cette nuit. Je devais voir ce qui se passait et je ne pouvais pas le faire depuis un écran. J'avais besoin de preuves physiques. J'ai pris mon manteau et je suis sorti dans la nuit glaciale du Rhône. Je n'allais pas au chalet du lac. Pas encore. J'allais au seul endroit où les secrets finissaient généralement avant d'être déchiquetés. J'allais chez ma mère. Le trajet jusqu'à la maison de ma mère dans la banlieue chic de l'Est lyonnais prenait habituellement 20 minutes. Ce soir, je l'ai fait en 15. Les rues étaient bordées de chênes nus, leurs branches squelettiques s'élevant dans le ciel sombre comme des doigts avides. En conduisant, mon esprit a dérivé vers le chalet du lac. Il se trouvait sur une falaise surplombant le lac Léman, à environ 2 heures au nord. Ce n'était pas un manoir, juste un cottage en bardeaux de cèdre patiné avec un porche enveloppant et une cheminée en pierre qui sentait la fumée de bois et les vieux souvenirs. Ma grand-mère Rose nous l'avait laissé, à Cécile et à moi, à sa mort il y a 10 ans. Mémé Rose était la seule personne qui me voyait vraiment. C'était une femme forte, une veuve qui dirigeait sa propre boulangerie. Elle m'a dit un jour, « Élise, avoir un homme est un luxe. Avoir son propre argent est une nécessité. Ne confonds jamais les deux. » Elle savait que maman était faible. Elle savait que Cécile était volage, alors elle m'a nommée exécutrice de sa succession et a mis le cottage dans une fiducie où j'avais les droits de gestion principaux, bien que Cécile et moi soyons bénéficiaires à parts égales. Pendant une décennie, j'ai payé les impôts fonciers. J'ai payé le nouveau toit lorsque les tempêtes d'hiver ont arraché les bardeaux. J'ai payé les réparations de la fosse septique. Cécile n'a jamais contribué d'un centime. Son excuse était toujours, « Tu sais, les temps sont durs en ce moment, et je te rembourserai la prochaine fois. » La prochaine fois n'est jamais arrivée. Ça ne me dérangeait pas de payer. C'était mon sanctuaire. C'était là que j'allais pour respirer. Mais récemment, des choses étranges se passaient concernant le cottage. Il y a un mois, j'ai reçu un email d'un entrepreneur que je ne connaissais pas. C'était un devis pour une rénovation complète de la cuisine et une extension de la terrasse pour l'adresse du chalet. Le devis était de 60 000 €. J'avais appelé l'entrepreneur immédiatement. Je n'ai pas demandé ce devis, lui ai-je dit. Oh, l'homme semblait confus. Un certain monsieur Grégoire Durand nous a appelés. Il a dit qu'il était le gérant de la propriété. Il nous a rencontrés là-bas la semaine dernière pour visiter les lieux. Grégoire utilisant mon nom de famille. Visitant ma propriété. J'avais mis fin à ça. Évidemment, j'ai dit à l'entrepreneur que Grégoire n'avait aucune autorité et de perdre le numéro. Puis j'ai appelé Grégoire, furieuse. Il n'a pas répondu. J'ai appelé maman et elle a balayé ça d'un revers de main. Oh, Grégoire rêvait juste, Élise. Il a une si grande vision. Il a dit que si nous modernisions la cuisine, nous pourrions la louer sur Airbnb pour des milliers d'euros par semaine. Il essaie juste d'aider la famille à s'enrichir. Je ne veux pas la louer, avais-je sèchement répondu. Et il n'a aucun droit d'être là. Tu es si possessive, avait-elle soupiré. Maintenant, alors que je tournais dans la rue de ma mère, ce souvenir prenait une forme sinistre. Un prêt pour rénovation. Des revenus Airbnb. Grégoire ne rêvait pas seulement. Il cherchait une garantie. Je me suis garé quelques maisons plus loin de chez ma mère et j'ai coupé le moteur. Sa maison était sombre, à l'exception du scintillement bleu de la télévision dans le salon. Maman s'endormait en regardant Télé-Shopping tous les soirs à 20h30. Je n'allais pas frapper. Si je frappais, elle se braquerait. Elle mentirait. Je devais savoir ce qui se passait avant de la confronter. Je suis resté assise dans la voiture sombre, à observer. Mon cœur battait la chamade. C'était insensé. J'étais une professionnelle respectée, une femme de 42 ans qui espionnait sa propre mère. Mais le désespoir vous fait faire des choses étranges. Puis je l'ai vue.
Une voiture s'est garée dans l'allée de ma mère. Une Renault Clio cabossée. La voiture de Grégoire. Je me suis baissé dans mon siège. Grégoire est sorti. Il ne portait pas sa chemise de flanelle d'homme travailleur. Il portait une veste élégante. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée, mais il n'a pas frappé. Il a utilisé une clé. Il est entré. Mon estomac s'est noué. Il était 21h30. Pourquoi mon ex-mari entrait-il chez ma mère âgée la nuit? J'ai regardé les fenêtres. La lumière du bureau s'est allumée, la pièce où maman gardait son classeur et son ordinateur. Il n'était pas là pour réparer une fuite. Il était là pour travailler sur les comptes. J'ai attendu 5 minutes, 10, puis 20. Finalement, la lumière du bureau s'est éteinte. Grégoire est sorti, portant une épaisse enveloppe Kraft. Il a regardé autour de lui dans la rue calme, un prédateur vérifiant le vent, puis est monté dans sa voiture et a reculé. J'ai attendu que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue. Je devais entrer dans cette maison. Je devais voir ce qu'il avait pris ou ce qu'il avait laissé derrière. Mais je ne pouvais pas risquer de réveiller maman. Elle avait le sommeil léger et si elle me surprenait, elle m'accuserait de harceler son ange, Grégoire. Puis je me suis souvenu que le mardi était le jour des poubelles. Demain matin, ce qui signifiait que les poubelles étaient déjà sur le trottoir. C'était indigne. C'était dégoûtant. C'était quelque chose qu'un raton laveur ferait. Je suis sorti de mon SUV de luxe, j'ai relevé le col de mon manteau et j'ai marché silencieusement jusqu'au trottoir devant la maison de mon enfance. La poubelle de recyclage était pleine. J'ai commencé à fouiller. Journaux, courriers publicitaires, catalogues de téléshopping, boîtes de conserve vides, et puis, près du fond, du papier déchiqueté. Pas en confetti, juste déchiré en deux, comme si quelqu'un était pressé ou juste paresseux. Grégoire était toujours paresseux. J'ai attrapé les poignées de papier déchirés et les ai fourrés dans mes poches. J'ai continué à fouiller. J'ai trouvé une enveloppe de la banque. Elle était froissée. Je l'ai lissée sous le lampadaire. Elle était adressée à Martine Durand. Elle portait la mention urgente deuxième avis. Je n'ai pas lu les détails là. Je l'ai fourrée dans mon manteau. J'ai attrapé le couvercle de la poubelle de recyclage et l'ai refermé doucement. J'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture. Mes mains tremblaient, salle de papier journal et de marque de café. J'ai conduit jusqu'à un café ouvert 24h24 à 5 km de là, j'ai commandé un café noir et j'ai vidé le contenu de mes poches sur la table en stratifie. Il était temps de résoudre le puzzle. Le café était vide à l'exception d'un camionneur qui mangeait une tarte dans un coin et d'une serveuse qui avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Elle a versé mon café sans demander et s'est éloignée. J'ai d'abord lissé la lettre froissée. Elle venait du Crédit Populaire du Lac, un prêteur prédateur connu pour ses prêts personnels à taux d'intérêt élevés. Chère Madame Durand, nous vous écrivons concernant le solde impayé de 15 000 € sur votre ligne de crédit personnel se terminant par 44,92. Conformément à notre accord, le taux de lancement a expiré et l'intérêt a été ajusté à 24,99%. Veuillez effectuer le paiement immédiatement pour éviter. J'ai fixé le papier. Ma mère n'avait pas de ligne de crédit au Crédit Populaire du Lac. Elle était cliente à la Société Générale. Je gérais ses comptes. Je connaissais chaque centime. 15 000 €. D'où venait cet argent? Et plus important encore, où était-il allé? Mes mains tremblaient alors que j'attrapais les morceaux de papier déchirés. C'était comme un puzzle de l'enfer. J'ai commencé à faire correspondre les bords, à aligner le texte. Procuration donne par la présente à Grégoire Thomas Durand plein pouvoir pour gérer, vendre ou grever des biens immobiliers, en particulier la propriété située à. J'ai senti la bile me monter à la gorge. C'était un brouillon. Un brouillon d'une procuration durable, et pas seulement pour les finances. Elle mentionnait spécifiquement l'immobilier. J'ai reconstitué un autre document. Celui-ci ressemblait à une impression de mail de Grégoire Durand à prêteur argent facile. Sujet, garantie pour le projet au bord du lac. Ma belle-mère est d'accord. Nous pouvons utiliser la valeur nette de sa résidence principale pour combler le manque de liquidité jusqu'à ce que nous obtenions les fonds de la maison de vacances. J'aurai les signatures d'ici jeudi. Jeudi. La Toussaint était jeudi.
la chronologie s'est mise en place avec une précision terrifiante. L'invitation, l'avertissement de me taire, le changement soudain de mot de passe. Il ne venait pas seulement pour le dîner. Il venait pour conclure l'affaire. Il allait amener ma mère confuse, seule et adoratrice de Grégoire, à signer le contrôle de ses finances et potentiellement à hypothéquer sa maison et la maison de vacances qu'il mentionnait. C'était mon cotage. Mais il ne pouvait pas hypothéquer le cotage sans ma signature. Je possédais 50%. Cécile possédait 50%. Maman avait juste le droit de l'utiliser. Sauf si. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le seul numéro que je savais que je ne devrais pas appeler à 23 heures. Mais je n'avais pas le choix. Allô? Une voix ensommeillée a répondu. C'était Cécile. Cécile, ne raccroche pas, ai-je dit, la voix tendue. Je dois te poser une question, et j'ai besoin que tu me dises la vérité pour une fois dans ta vie. Élise, il est au milieu de la nuit. Tu es ivre? Est-ce que Grégoire t'a demandé de signer quelque chose? Quelque chose à propos du cotage? Il y a eu une pause. Une longue pause coupable. Il nous aide, Élise, a dit Cécile, sa voix défensive mais tremblante. Il a un plan. Nous sommes assis sur une mine d'or et tu la laisses pourrir. Nous avons besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Les enfants ont besoin d'appareils dentaires. Ma voiture a besoin d'une nouvelle transmission. Cécile, ai-je dit, en essayant de garder la panique hors de ma voix. Qu'est-ce que tu as signé? Je n'ai pas signé l'acte de propriété, a-t-elle lancé. J'ai signé un acte de renonciation à une SARL. Il l'a créée. Il a dit que ça nous protège de la responsabilité si nous la louons. Il a dit qu'il allait racheter ma part avec les bénéfices du prêt commercial. J'ai fermé les yeux. Un acte de renonciation. Elle a transféré sa propriété à une société que Grégoire contrôlait. Quel est le nom de la SARL? Participation familiale Durand, je crois. Écoute, il a dit que tu serais en colère parce que tu veux tout contrôler. Mais maman a dit que c'était d'accord. Maman a dit que Grégoire est l'homme de la maison maintenant. Grégoire nous vole, Cécile, ai-je crié, faisant lever la tête au camionneur dans le coin. Il contracte un prêt sur la maison de maman et il utilise ta part du cotage comme garantie pour autre chose. S'il ne rembourse pas, et il ne remboursera pas, tu perds ta part. Maman perd sa maison. Tu es juste jalouse, a craché Cécile. Tu es jalouse parce qu'il a tourné la page et parce que maman le préfère. Laisse-nous tranquilles, Élise. Nous signons les derniers papiers pour le prêt commercial jeudi au dîner. Ne gâche pas tout. Clic. Elle a raccroché. Je suis resté assise là, le téléphone mort dans ma main, regardant les bouts de papier sur la table. Il signait jeudi, le jour de la Toussaint. Il allait servir de la dinde et leur servir des papiers de faillite déguisés en opportunité commerciale. Il avait la part de Cécile. Il avait la confiance de maman et ses cartes de crédit. Il était sur le point d'obtenir la maison de maman, mais il ne m'avait pas. J'ai regardé la date sur le brouillon de la procuration. Elle n'était pas encore signée. C'était probablement le dernier papier pour jeudi. J'avais moins de 48 heures. J'ai rassemblé les bouts de papier et les ai fourrés dans mon sac à main. J'ai laissé un billet de 20 € sur la table pour le café que je n'ai pas bu. Je suis sorti du café dans le vent glacial. Je n'avais plus froid. Je brûlais d'une rage si pure qu'elle ressemblait à du carburant de fusée. J'avais besoin d'un allié. Je ne pouvais pas aller voir maman. Elle était endoctrinée. Je ne pouvais pas aller voir Cécile. Elle était avide et désespérée. J'avais besoin de quelqu'un qui détestait Grégoire autant que moi. Quelqu'un qui savait où les cadavres étaient enterrés. J'avais besoin de tante Marguerite. Ma tante Marguerite vivait dans un parc de mobil-homes à environ 15 km au sud de la ville. C'était la sœur aînée de ma mère, mais elle ne pouvait pas être plus différente. Maman, c'était les perles et l'agression passive. Marguerite, c'était les cigarettes sans filtre et les vérités dures. Elle ne s'était pas parlé depuis 3 ans, depuis que Marguerite avait dit à maman que Grégoire avait des yeux de rat cherchant du fromage. Je me suis garé devant son mobil-home à minuit. Les lumières étaient allumées. Marguerite était une noctambule. J'ai frappé.
Qui est là? J'ai un fusil, a crié sa voix rauque. C'est Élise, la fille de Martine. La porte s'est ouverte. Marguerite se tenait là dans un cafetan à fleurs, tenant une cigarette allumée, me regardant de haut en bas. Eh bien, merde. La comptable prodigue est de retour. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, gamine. Pire, ai-je dit. J'ai vu Grégoire entrer chez maman avec ses clés. Elle s'est écartée. Entre. J'ai du whisky. 10 minutes plus tard, j'avais tout étalé sur sa petite table de cuisine. L'avis de la banque, la procuration déchiquetée, la conversation avec Cécile. Marguerite a écouté, fumant en silence, ses yeux se plissant à travers la fumée. Quand j'ai fini, elle a frappé la table de sa main. Ce fils de pute, a-t-elle grogné. Je le savais. Je savais que c'était un escroc dès qu'il est entré au barbecue familial avec ses mocassins sans chaussettes. Il va les ruiner, Marguerite, ai-je dit. Cécile a cédé sa moitié du cottage à une SARL. Maman est sur le point de signer une procuration jeudi. Il a déjà utilisé au maximum une ligne de crédit au nom de maman. Et laisse-moi deviner, a dit Marguerite en me versant un verre de Jack Daniel's. Martine pense qu'il est la réincarnation de Jésus. Exactement. Elle m'a dit de ne pas venir à la Toussaint si je ne me taisais pas. Marguerite a ri. Un son sec et rauque. C'est tout Martine. Elle préférerait perdre sa maison plutôt que d'admettre qu'elle a mal jugé un homme. Elle est comme ça depuis qu'on est gamine. Problème avec son père. Je dois l'arrêter, ai-je dit. Mais je n'ai pas encore de preuve de la fraude. Je veux dire, Cécile a signé volontairement. Maman lui a donné les mots de passe volontairement. Être stupide n'est pas illégal. Non, a dit Marguerite, une lueur malicieuse dans les yeux. Mais les intentions comptent. Et j'ai peut-être quelque chose qui prouve que ses intentions ne sont pas exactement nobles. Elle s'est levée et s'est dirigée vers un fatras sur son comptoir. Elle a fouillé et a sorti un vieil iPhone à l'écran fissuré. Il y a environ 3 mois, a-t-elle dit en tapotant l'écran. Grégoire est venu ici. J'étais choqué. Pourquoi? Il pensait qu'il pouvait me charmer aussi. Ou peut-être qu'il pensait que j'étais aussi sénile que ta mère. Il est venu demander un prêt à court terme. Il a dit qu'il avait un investissement sûr. Il a apporté une bouteille de bourbon cher. Il en a bu la plus grande partie. Elle a trouvé le fichier et a appuyé sur lecture. L'audio était faible, mais la voix était reconnaissable. C'était Grégoire et il semblait ivre. La vieille bique n'a aucune idée, Marge. Elle pense que je répare le toit. Je répare ma retraite. Un bruit de verre qui s'entrechoque. Élise pense qu'elle est si intelligente avec ses diplômes, mais elle est froide. Martine. Martine veut juste un fils. Je lui fais un câlin, je lui dis qu'elle est jolie, et elle me tend le chéquier. C'est pathétique, vraiment. J'ai eu la nausée. L'entendre le dire, entendre le mépris dans sa voix était viscéral. Et la sœur? A demandé la voix de Marguerite sur l'enregistrement. Cécile? Grégoire a ri. Cécile est un cas. Je lui dis qu'elle est jolie, je lui promets une part du gâteau et elle signera n'importe quoi. Une fois que j'aurai hypothéqué la propriété, je me tire. La Côte d'Azur peut-être, ou les Baléares. Qu'ils se battent pour la dette. L'enregistrement s'est terminé. J'ai fixé le téléphone. Tu avais ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai appelé ta mère le lendemain, a dit Marguerite en éteignant sa cigarette. Elle m'a dit que j'étais une vieille harpie jalouse et que Grégoire lui avait dit que j'avais essayé de le draguer. Elle a bloqué mon numéro. Bien sûr qu'il l'a fait. Il les a vaccinés contre la vérité. C'est ça, ai-je dit, mon cerveau d'avocate en ébullition. Ça prouve l'intention de frauder. Ça prouve la préméditation. Si je fais écouter ça à maman, elle ne le croira pas, a coupé Marguerite. Elle dira que c'est de l'IA, ou elle dira qu'il était ivre et qu'il ne le pensait pas. Tu ne peux pas simplement lui montrer la vérité, Élise. Tu dois la laisser faire face aux conséquences. Tu dois laisser le piège se refermer. Je ne peux pas la laisser perdre la maison, Marguerite. Non, a convenu Marguerite.
Mais tu peux la laisser avoir assez peur pour se réveiller et tu peux sauver le cottage. C'est ton héritage, pas le sien. Elle a poussé le téléphone vers moi. Prends-le. Envoie-le à ton avocat. Mais écoute-moi, Élise. Ne va pas à ce dîner. Si tu y vas, il retournera la situation. Il fera de toi la méchante. Reste à l'écart. Laisse-le surestimer sa main. Il devient arrogant. Les arrogants font toujours une erreur quand ils pensent que personne ne regarde. J'ai pris le téléphone. Je ne vais pas au dîner, ai-je dit, un plan se formant dans mon esprit. Je vais faire quelque chose de bien pire. Je vais suivre l'argent. Marguerite a souri. C'est ma fille. Maintenant, finis ton whisky. Tu as une journée chargée demain. Le mercredi avant la Toussaint est généralement le jour de voyage le plus chargé de l'année. Pour moi, c'était le jour le plus chargé de ma carrière, et je n'étais même pas au bureau. J'ai rencontré mon détective privé, un ancien flic nommé Serge, que j'utilisais pour des audits complexes, dans un café à 7 heures du matin. Je lui ai fait écouter l'enregistrement. Je lui ai montré les documents. Je dois tout savoir sur participation familiale durant SARL, ai-je dit. Et je dois tout savoir sur ses prêteurs argent facile. Serge m'a rappelé 3 heures plus tard. J'étais dans ma voiture, garée à un pâté de maison de la banque où ma mère avait ses comptes. C'est grave, Élise, a dit Serge. Participation familiale Durand a été créée il y a 2 semaines. Membre unique, Grégoire Durand. Cécile n'est même pas sur les statuts. Si elle a signé un acte de renonciation à cette SARL, elle ne l'a pas transféré à un partenariat. Elle le lui a donné à 100%. Ma prise sur le volant s'est resserrée. Elle pense qu'elle est partenaire. Elle est une victime, a corrigé Serge. Et argent facile. C'est un prêteur sur gage basé à Marseille. Taux prédateur. Il ne se soucie pas des scores de crédit. Il se soucie des garanties. Si Grégoire a l'acte du cottage et la procuration pour la maison de ta mère, ils lui prêteront l'argent. Probablement environ 40% de la valeur. Argent rapide. Risque élevé. Combien, d'après les comparaisons? Peut-être 200 000 sur le cottage, 100 000 de plus sur la valeur nette de la maison de ta mère. Il cherche à repartir avec 300 000 € en espèces d'ici lundi. Et la dette reste attachée à la propriété, ai-je terminé. Bingo. S'il ne paie pas, et il ne paiera pas, ils saisissent. Ta mère perd sa maison. Tu perds le cottage. Il ne peut pas hypothéquer le cottage sans ma signature, ai-je insisté. Je possède la moitié. C'est là le problème, a dit Serge. J'ai sorti le rapport de titre. Il y a un document falsifié en attente d'enregistrement. Une renonciation à intérêt à ton nom. On dirait qu'il a été notarié par une certaine Chloé Martin, notaire. Chloé, la maîtresse. Il a falsifié ma signature, ai-je murmuré. L'audace était à couper le souffle. Il pariait que je ne vérifierais pas le registre avant qu'il ne soit trop tard. Il avait besoin du week-end. Il avait besoin du délai des vacances. Envoie-moi tout, Serge, ai-je dit. Je vais voir Robert. Robert était mon avocat de divorce, un homme à la langue acérée qui méprisait Grégoire presque autant que moi. Quand je suis entré dans son bureau à midi, il a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit à son assistante de retenir ses appels. Nous avons passé 4 heures à rédiger. Nous ne rédigions pas seulement une défense. Nous rédigions une bombe nucléaire. Nous avons 2 options, a dit Robert en arpentant son bureau. Option A, nous déposons une injonction d'urgence aujourd'hui. Nous arrêtons le dîner. Nous alertons la police. Mais maman niera tout, ai-je dit. Elle dira qu'elle l'a autorisé. Elle dira que je m'ingère et Grégoire prétendra que la falsification était une erreur ou détruira le document avant qu'il ne soit enregistré. Exactement. Ça devient un conflit familial parole contre parole. La police déteste ça. Quelle est l'option B? Robert a souri d'un air de requin. Option B, nous le laissons entrer dans la banque. Nous le laissons présenter les documents. Nous le laissons commettre le crime devant des témoins et des caméras fédérales. Mais nous nous assurons que l'argent ne quitte jamais le coffre. Comment? Tu es l'expert comptable.
tu es la mandataire initiale, même si elle en signe une nouvelle demain. La banque te connaît. Nous y allons demain matin. Eh bien, vendredi matin puisqu'ils sont fermés demain, et nous mettons en place un gel pour fraude sur tous les comptes associés sur la base de la menace crédible de vol d'identité. Nous utilisons la renonciation falsifiée comme preuve. Mais il veut l'argent vendredi, ai-je dit. S'il signe les papiers demain au dîner. Il signe les papiers avec maman demain, mais il ne peut pas obtenir le chèque avant que la banque n'ouvre vendredi. Il y ira à la première heure. Il pensera qu'il a gagné. Et quand il essaiera d'encaisser, le caissier recevra une alerte code rouge à l'écran. Le protocole est de le faire patienter et d'appeler la police. C'était risqué. Ça demandait du timing. Ça demandait des nerfs d'acier. Et Cécile ? Ai-je demandé. Il l'a détruit. Cécile est un dommage collatéral, a dit Robert doucement. Mais si nous l'arrêtons, nous pouvons annuler l'acte de renonciation. S'il obtient l'argent et s'enfuit, elle est ruinée pour toujours. J'ai pensé à la voix de Cécile au téléphone. Tu es juste jalouse. D'accord, ai-je dit. Faisons l'option B, mais je dois faire une dernière chose. Je dois protéger le cottage. Je vais déposer une inscription de l'IPendant sur la propriété dès maintenant, avant que le bureau des hypothèques ne ferme pour les vacances. C'est un avis de litige en cours. Aucun prêteur ne touchera une propriété avec une inscription de l'IPendant. Intelligent, a dit Robert. Fais-le. J'ai quitté son bureau avec une pile de paperasse qui pesait une livre mais qui ressemblait à un bouclier. J'ai conduit jusqu'à la préfecture. J'ai déposé l'avis. J'ai payé les frais. Quand je suis sorti, le soleil se couchait. C'était la veille de la Toussaint. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Élise, j'espère que tu as réfléchi à ce que j'ai dit. Nous mettons la table pour 6 personnes. Grégoire a invité un partenaire d'affaires. Ce serait bien que tu viennes, mais seulement si tu es prête à être heureuse pour nous. Fais-moi savoir. Heureuse pour nous. Elle n'avait aucune idée quel était le mouton invitant le loup à aiguiser son couteau à table. J'ai tapé une réponse. Je ne serai pas là, maman. J'ai beaucoup de travail. Profitez bien du dîner. J'espère que ce sera tout ce que vous méritez. J'ai appuyé sur envoyer. Les dés étaient jetés. Demain, il festoierait. Vendredi, il jeûnerait. Le jour de la Toussaint fut un flou surréaliste de silence et de tension. Pendant que le reste de la France regardait le football et se disputait sur la politique, j'étais assise dans mon appartement à revoir la chronologie de la destruction de Grégoire. Je n'ai pas cuisiné. J'ai commandé des plats chinois à emporter. J'ai passé la journée avec mon chat à regarder l'horloge. J'imaginais la scène chez maman, l'odeur de la dinde. Grégoire découpant la volaille, portant des toasts, Cécile le regardant avec adoration, imaginant ses dettes disparaître. Maman rayonnante, ayant enfin le fils qu'elle voulait, inconsciente du fait qu'il était actuellement en possession des clés de sa ruine financière. Le partenaire d'affaires que Grégoire avait invité était probablement le notaire ou peut-être un représentant du prêteur sur gage pour assister aux signatures. Il se partageait mon héritage en même temps que la tarte à la citrouille. À 14 heures, mon téléphone a vibré. C'était une photo de Cécile. Un selfie de tout le groupe. Maman, Cécile, les enfants, Grégoire, et un homme à l'air huileux en costume que je ne reconnaissais pas. Tout le monde souriait. Grégoire tenait un verre de vin, regardant directement l'appareil photo avec un sourire narquois qui semblait dire « J'ai gagné ». J'ai zoomé sur la table. En arrière-plan sur le buffet, poussé près de la saucière, il y avait une pile de papier. Des dossiers bleus, des documents juridiques. Il le faisait en ce moment même. J'ai senti une vague de nausée, mais je l'ai réprimée. Laisse-les signer, me suis-je dit. L'encre est la preuve. Je n'ai pas répondu au texto. Le vendredi matin est arrivé avec un ciel d'acier gris. Approprié pour un Black Friday. J'étais vêtu de mon tailleur le plus chic, bleu marine, sur mesure, intimidant. J'ai retrouvé Robert à la succursale principale de la banque à 8h30. La banque n'ouvrait au public qu'à 9h, mais Robert connaissait la directrice de l'agence, une femme nommée Sarah, que j'avais auditée des années auparavant. On nous a fait entrer dans son bureau.
Élise, a dit Sarah, l'air inquiet. Robert a dit que c'était une urgence. C'en est une, ai-je dit, en posant le dossier sur son bureau. Mon ex-mari Grégoire Durand va venir ici aujourd'hui. Il va essayer d'accéder au compte de Martine Durand, probablement avec une nouvelle procuration signée hier. Il pourrait aussi essayer de déposer un gros chèque ou d'initier un virement lié à un prêt immobilier. D'accord. Sarah a ouvert le dossier. Ses yeux se sont écarquillés en voyant la déclaration sur l'honneur de falsification concernant ma signature et la transcription de l'enregistrement de tante Marguerite. Il escroque ma mère, ai-je dit, ma voix stable. Il l'a manipulée pour qu'elle lui cède le contrôle. Nous demandons une audience de tutelle d'urgence lundi, mais nous devons arrêter l'hémorragie aujourd'hui. Si cet argent quitte cette banque, il est parti. Sarah tapait furieusement sur son clavier. Je vois les comptes. Il y a. Oh mon Dieu, il y a une demande de virement en attente initiée en ligne hier soir. 50 000 € de la ligne de crédit hypothécaire vers participation familiale Durand. Arrêtez-le, a dit Robert. Je peux le signaler pour vérification, a dit Sarah. Je peux exiger une confirmation en personne du titulaire du compte. Il l'amènera, ai-je dit. Il conduira maman ici. Bien, a dit Robert. Alors nous serons là à attendre. Sarah a hoché la tête. Je place un code 3 sur le compte. Suspicion d'abus sur personne âgée et de vol d'identité. Toute transaction nécessite l'approbation d'un directeur. C'est-à-dire moi. Nous nous sommes assis dans le bureau vitré à attendre. La banque a ouvert. Les gens sont entrés au compte-gouttes. À 9h45, je les ai vus. La Renault de Grégoire s'est garée. Il est sorti, l'air confiant, portant un costume légèrement trop brillant. Il a fait le tour et a ouvert la portière passager. Ma mère est sortie. Elle avait l'air fragile, s'appuyant sur son bras. Elle avait l'air heureuse. Elle lui souriait alors qu'il lui disait quelque chose qui la faisait rire. Cécile était avec eux, traînant derrière, l'air anxieux. Ils sont entrés dans le hall. J'observais depuis les stores du bureau du directeur. Grégoire est allé directement au guichet. Il a parlé fort, avec assurance. Nous sommes ici pour finaliser le virement et retirer quelques chèques de banque. J'ai la procuration ici. Il a claqué un dossier sur le comptoir. La guichetière a tapé quelque chose. Son visage a changé. Elle a regardé l'écran, puis Grégoire. Un instant, monsieur, a-t-elle dit. Je dois appeler un directeur pour une transaction de cette taille. Bien sûr, a dit Grégoire en regardant sa montre. Faites vite. Nous avons une réservation pour le déjeuner. La guichetière s'est dirigée vers le bureau de Sarah. Elle a frappé. Sarah m'a regardé. Prête? Je me suis levé. J'ai boutonné mon blazer. J'ai pris ma mallette. Prête, ai-je dit. Sarah a ouvert la porte. Nous sommes sortis dans le hall. Grégoire nous tournait le dos. Il montrait quelque chose à maman sur son téléphone. Monsieur Durand, a dit Sarah. Grégoire s'est retourné, un sourire charmant plaqué sur son visage. Oui, c'est moi. Nous sommes justes. Son sourire est mort. Il ne s'est pas estompé. Il a disparu comme une ampoule qui éclate. Il m'a vu debout à côté de la directrice, à côté de mon avocat. Élise, maman a plissé les yeux, confuse. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé être au travail. Je suis au travail, maman, ai-je dit, ma voix portant dans le hall silencieux. Je travaille à te sauver de lui. Les yeux de Grégoire ont filé vers la porte. Il a fait un demi-pas en arrière. Qu'est-ce que c'est que ça? A exigé Grégoire, essayant de retrouver son aplomb. Martine, dis-lui de partir. C'est du harcèlement. J'ai la procuration. Elle a été signée hier. Ce document est invalide, Robert s'est avancé. Tout comme la renonciation que vous avez falsifiée avec la signature d'Élise. Falsifiée? Maman a regardé Grégoire. De quoi parle-t-il, Grégoire? Ils mentent, Martine. La voix de Grégoire a craqué. Ils sont juste jaloux. Ils veulent te contrôler.
Dis-leur. Dis-leur que tu as autorisé le virement. Maman a regardé entre nous. Elle avait l'air effrayée. Grégoire, ai-je dit en m'approchant. Nous savons pour participation familiale Durand. Nous savons pour argent facile. Nous savons pour Chloé. Et nous savons que tu es fauché. Tais-toi. Grégoire s'est jeté en avant, son visage devenant rouge. Espèce de garce amère et stérile. Tu gâches tout. Cécile a eu le souffle coupé. Maman a reculé, choquée par la violence soudaine de son ton. Monsieur, reculez. Le gardien de sécurité s'est interposé. La police est en route, a dit Sarah calmement. Nous avons signalé les comptes pour fraude. Grégoire a regardé la guichetière, puis le gardien, puis moi. La réalisation l'a frappé. L'argent n'allait pas venir. Le piège s'était refermé. Il n'a pas crié d'horreur. Il n'a pas supplié. Il a couru. Il a bousculé ma mère, la faisant presque tomber, et s'est précipité vers la porte. Grégoire, a crié maman, tendant la main vers lui. Grégoire, attends. Mais il n'a pas regardé en arrière. Il a poussé les portes en verre et a sprinté vers sa voiture. Il s'enfuit, a murmuré Cécile, le visage pâle. Pourquoi s'enfuit-il? J'ai regardé ma mère et ma sœur. Elles se tenaient là dans le hall, abandonnées, tenant les promesses vides d'un escroc. Je ne me sentais pas heureuse. Je ressentais une satisfaction froide et dure. Parce que le chèque était sans provision, maman, ai-je dit. Et lui aussi. Et puis le téléphone de ma mère a sonné. Elle a répondu avec des mains tremblantes. C'était la banque, pas celle-ci, mais la compagnie de cartes de crédit. Quoi? A murmuré maman. Plafond dépassé? C'est impossible, a dit Grégoire. Elle a laissé tomber le téléphone. Elle m'a regardé, ses yeux se remplissant d'une terreur absolue. Il a tout pris, a-t-elle étouffé. Il a tout pris. Le silence qui s'est abattu sur le hall de la banque n'était pas paisible. C'était le silence lourd et suffocant d'un cratère de bombe juste après l'explosion. La fraction de seconde avant que la poussière ne retombe et que les cris ne commencent. Ma mère, Martine, se tenait figée au milieu de la moquette moelleuse, sa main toujours tendue vers les portes coulissantes où Grégoire, son ange, son fils de remplacement, l'homme qu'elle avait choisi au-dessus de moi maintes et maintes fois, venait de disparaître dans le parking. Son sac à main avait glissé de son épaule et gisait à l'envers sur le sol, renversant un tube de rouge à lèvres et une poignée de mouchoirs usagés. C'était un détail si petit, si pathétique, mais je ne pouvais pas en détacher mon regard. Le rouge à lèvres était rouge. Grégoire lui avait dit qu'elle avait l'air plus jeune en rouge. Elle l'avait acheté pour lui. Il a oublié son téléphone, murmura maman. C'était une chose absurde à dire. Un plaidoyer imbibé de déni à l'univers. Elle ne réalisait pas la fraude. Elle ne réalisait pas les sirènes de police qui hurlaient maintenant au loin. Elle réalisait le fait qu'il l'avait laissée derrière. Puis ses genoux ont cédé. Je ne me suis pas précipité pour la rattraper. Je ne pouvais pas. J'étais ancré sur place par un mélange d'épuisement et d'une résolution froide et dure que j'avais bâtie au cours des dernières 48 heures. C'est Franck, le gardien de sécurité, qui l'a rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. Maman! A crié Cécile, se précipitant du coin où elle s'était recroquevillée. Maman, respire. Que quelqu'un l'aide. Je me suis approché lentement. Je ne me suis pas agenouillé. Je les ai regardés d'en haut, ma mère haletant, se tenant la poitrine, et ma sœur sanglotant, son mascara coulant sur ses joues. Elle ressemblait à une peinture de la Renaissance sur la tragédie, encadrée par l'éclairage stérile d'un hall de banque. Appelez le 15, ordonna Sarah, la directrice de l'agence, à la guichetière. Possible crise cardiaque. Non. Haleta maman, luttant pour s'asseoir, son visage gris. Pas de police, pas d'ambulance. Grégoire reviendra. Il a juste. Il a eu peur. Tu lui as fait peur, Élise. Elle leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais sous la panique, il y avait toujours cette étincelle de blâme irrationnel, le même blâme qu'elle m'adressait quand j'obtenais un 18 au lieu d'un 20. Tu as appelé la police, siffla-t-elle.
Tu l'as embarrassé. Il est sensible, Élise. Pourquoi ne peux-tu jamais laisser les choses tranquilles? J'ai senti une bouffée de colère chaude me monter au cou. C'était si intense que ça m'a presque aveuglé. Même maintenant, même après qu'il l'ait physiquement bousculé pour sauver sa propre peau. Il t'a bousculé, maman, ai-je dit, ma voix tranchant le hall comme un scalpel. Il n'a pas eu peur. Il s'est fait prendre. Et il n'a pas fui parce qu'il était embarrassé. Il a fui parce que c'est un criminel. Madame Durand, intervint Sarah, sa voix professionnelle m'étendue. Elle tenait une impression. Nous devons examiner cela maintenant, avant que les inspecteurs de police n'arrivent pour prendre votre déposition. Elle nous a fait entrer dans une salle de conférence vitrée. Franck se tenait près de la porte. Cécile aida maman à s'asseoir sur une chaise. Je me suis assise en bout de table. J'avais l'impression d'être la PDG d'une entreprise qui venait de déposer le bilan. Sarah posa le document. C'était un historique des transactions des 30 derniers jours sur le compte courant principal de maman et la ligne de crédit hypothécaire. La ligne de crédit. Le virement de 50 000 € a été stoppé, a dit Sarah. Nous avons attrapé celui-là grâce à l'alerte d'Élise. Mais... Elle fit glisser le papier vers maman. Maman ne voulait pas le regarder. Elle le repoussa comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. Alors je l'ai pris. Mes yeux d'expert comptable ont balayé les colonnes. J'ai audité des entreprises en faillite, des organisations à but non lucratif corrompues et des successions en faillite. Je n'ai jamais vu un grand livre aussi imprudent. 1er novembre, retrait d'espèces, 2 000 €. 3 novembre, virement à Durand Conseil, 5 000 €. 7 novembre, paiement au Casino du Lac, 1 500 €. 10 novembre, retrait d'espèces, 3 000 €. Ça continuait ainsi. Page après page d'hémorragie financière. Il avait sa carte de débit, ai-je dit en regardant Sarah. Et il avait le code. Je le lui ai donné pour les courses, sanglota maman, la tête dans les mains. Il a dit qu'il achetait de la nourriture bio pour les vacances. Il a dit qu'il réparait le toit et qu'il avait besoin de matériaux. Il n'y a pas de réparation de toit, maman, ai-je dit en montrant une ligne. Tu vois ça, PMU? C'est des paris sportifs. Tu vois ça, Club Saphir? C'est un club de striptease à Marseille. Il n'achetait pas des tuiles. Il achetait des lap danse. Cécile m'arracha le papier des mains. Ses mains tremblaient si fort que le papier bruissait. Elle parcourut la liste, frénétique. Où est l'argent pour la SARL? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Le prêt commercial? Il a dit qu'il avait déposé le capital de départ mardi. Il n'y a pas de capital de départ, Cécile, ai-je dit doucement. Regarde le solde. Elle regarda la dernière ligne. Solde, moins 412 €. Découvert. Crédit disponible sur la ligne hypothécaire, 0 €. Il a tout utilisé, murmura Cécile. La couleur quitta son visage, la laissant d'une pâleur maladive. La ligne de crédit. La maison de maman. Il a pris 80 000 €. En 3 semaines, confirma Sarah. On dirait qu'il structurait les retraits pour rester juste en dessous de la limite de déclaration de 10 000 € jusqu'à ce qu'ils deviennent désespérés aujourd'hui. La pièce semblait tourner. Ma mère n'avait plus d'économie. La valeur nette de sa maison, son filet de sécurité pour une maison de retraite, pour les urgences médicales, pour tout son avenir, avait disparu. Et puis Cécile se mit à trembler. Un frisson profond et viscéral. Le cottage, étouffa TL. Élise, le cottage. J'ai arrêté le prêt sur le cottage, ai-je dit. J'ai déposé l'inscription de l'IPendant hier. Aucun prêteur n'y toucherait. Non, dit Cécile, l'air sur le point de vomir. Pas le prêt commercial. L'autre chose. Quelle autre chose, Cécile? Ma voix baissa. Il a dit. Il a dit qu'il avait besoin d'un prêt relais pour les matériaux. Il y a 2 semaines, avant même que la SARL ne soit finalisée, il m'a demandé de signer un formulaire de garantie pour un prêt personnel qu'il a contracté auprès d'un prêteur privé. Il a utilisé la copie de l'acte comme preuve d'actif. Tu as garanti un prêt? Je me suis levé. De combien?
20 000, murmura-t-elle. Il a promis de le rembourser hier. Il a juré sur la tombe de sa mère. J'ai fermé les yeux. 20 000 € avaient disparu. Cécile, qui travaillait à temps partiel comme réceptionniste et recevait à peine assez de pension alimentaire pour survivre, était redevable de 20 000 à un prêteur privé. Et les prêteurs privés ne sont pas des banques. Ils n'envoient pas de lettres polies. Il nous a ruinés, murmura maman. La réalité s'imposait enfin. Lourde et écrasante. Il ne reviendra pas, n'est-ce pas? Non, maman, ai-je dit en ramassant ma mallette. Il est à mi-chemin de la frontière. Et nous devons déposer une plainte à la police tout de suite, sinon tu es responsable de chaque centime de cette dette. Tu dois déclarer la fraude. Je ne peux pas, pleura maman. Je ne peux pas l'envoyer en prison. C'est de la famille. Je me suis penché sur la table. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai parlé avec la précision glaciale d'une femme qui en a fini d'être la victime. Il n'est pas de la famille. C'est un prédateur. Et tu as deux choix, Martine. Tu peux déposer cette plainte et admettre que tu t'es fait arnaquer et peut-être que nous pourrons récupérer une partie de cela de l'assurance. Ou tu peux le protéger. Mais si tu le protèges, n'ose pas me demander un seul centime pour payer ta facture d'électricité quand le courant sera coupé la semaine prochaine, parce que j'en ai fini de subventionner tes illusions. Maman m'a regardé. Pour la première fois de ma vie, elle n'a pas vu la fille invisible. Elle a vu la seule personne dans la pièce qui pouvait la sauver. Appelle la police, murmura-t-elle. Le commissariat sentait le café rassis et le nettoyant industriel. C'était un contraste saisissant avec le luxe stérile de la banque. Nous y étions depuis 4 heures. L'inspecteur Martin, sans lien de parenté, heureusement, était un homme à l'air fatigué avec des taches de graisse sur sa cravate. Il était assis en face de maman, cliquant son stylo. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris, Madame Durand, dit-il en regardant ses notes. Vous lui avez donné votre carte de débit. Vous lui avez donné votre code PIN. Vous avez signé un projet de procuration, bien qu'il n'ait pas encore été notarié. Et vous l'avez autorisé à gérer vos opérations bancaires en ligne. Je lui faisais confiance, dit maman, sa voix à peine un murmure. Elle était blottie dans son manteau, l'air petit et frêle. Il m'aidait. C'est une affaire civile, dit l'inspecteur en fermant son carnet. Si vous l'avez autorisé à utiliser les fonds, ce n'est pas du vol. C'est une mauvaise affaire entre membres de la famille. Nous voyons ça tout le temps. Vous lui avez donné accès. Ce n'est pas une affaire civile, ai-je interrompu. J'ai sorti de ma mallette le classeur que j'avais compilé. Le classeur des preuves à charge. Je l'ai claqué sur la table en métal. Ceci, ai-je dit en pointant l'onglet 1, est une transcription d'un enregistrement où Grégoire admet une fraude préméditée à un tiers. Cet onglet 2 est une renonciation à intérêt falsifié pour une propriété qu'il ne possède pas. Il a falsifié ma signature. C'est un crime. Et cet onglet 3 est un schéma de structuration des retraits pour échapper aux exigences de déclaration fédérale. C'est un crime fédéral. L'inspecteur a regardé le classeur. Il l'a ouvert. Il a vu le tableur. Il a vu les dates. Il a vu la déclaration sur l'honneur du notaire qu'il avait compromis. Il a levé les yeux vers moi avec un nouveau respect. Vous êtes avocate. Je suis expert comptable, ai-je dit. Et j'ai fait votre travail pour vous. Maintenant, allez-vous lancer un avis de recherche pour Grégoire Durand, ou dois-je appeler directement le procureur de la République? L'inspecteur a pris son téléphone. Je vais obtenir le mandat. Le trajet du retour fut silencieux. Cécile conduisait la voiture de maman. Je les suivais dans la mienne. J'avais besoin de cette séparation. Quand nous nous sommes garés dans l'allée de maman, la maison semblait différente. Elle avait l'air d'une forteresse, l'endroit où j'étais jugé et trouvé insuffisante. Maintenant, elle ressemblait à un navire en perdition. Les gouttières que Grégoire avait promis de réparer pendaient. La pelouse était envahie par les mauvaises herbes. C'était une façade de prospérité recouvrant une pourriture de dette. J'ai accompagné maman jusqu'à la porte. Elle a tâtonné avec ses clés. « Élise, dit-elle sans me regarder. As-tu de la nourriture ?»
Grégoire était censé faire les courses aujourd'hui. Mon cœur s'est un peu brisé. Pas pour la mère qui m'a rejeté, mais pour la femme âgée qui avait faim. Je te commanderai une pizza, maman, ai-je dit. Peux-tu entrer? Demanda-t-elle. Je ne veux pas être seul. Et s'il revient? Je me tenais sur le porche. Le vent était mordant. Une partie de moi, l'ancienne Élise, voulait se précipiter à l'intérieur, faire du thé, nettoyer le désordre et lui dire que tout irait bien. Je voulais être la sauveuse, mais je savais que si je franchissais ce seuil ce soir, je retomberais dans l'ancienne dynamique. Je serais la réparatrice et elle n'apprendrait rien. Je ne peux pas, maman, ai-je dit. Je dois rentrer chez moi et sécuriser mes propres comptes. M'assurer qu'il n'a rien touché à moi. Verrouille la porte. Il ne reviendra pas ici. Il sait que la police le cherche. Mais j'ai peur, gémit elle. Je sais, ai-je dit. C'est effrayant quand la réalité frappe. Je t'appellerai demain matin. Je me suis retourné et je suis parti. Je l'ai entendu verrouiller la porte derrière moi. En rentrant à mon appartement, j'ai ressenti un étrange cocktail d'émotions. De la culpabilité, oui, mais aussi une fierté féroce et brûlante. J'avais posé une limite. J'avais dit non. En arrivant chez moi, j'ai versé un verre de vin et je me suis assise dans le noir. Mon téléphone a vibré. C'était Cécile. Il ne répond pas à son téléphone. J'ai essayé de l'appeler. Je voulais juste lui demander pourquoi. J'ai fixé l'écran. Elle essayait encore de l'appeler. Elle voulait encore obtenir des explications d'un narcissique. J'ai répondu. Il ne répondra pas, Cécile. Il n'existe plus. Le Grégoire que tu connaissais était un personnage qu'il jouait. Supprime le numéro. J'ai posé le téléphone, mais je ne pouvais pas me détendre. L'audit que j'avais montré à l'inspecteur n'était que la partie émergée de l'iceberg. Je connaissais Grégoire. Il était paresseux, oui, mais c'était aussi un survivant. Il ne se contenterait pas de fuir avec quelques milliers en espèces. Il avait un plan B. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai recommencé à chercher participation familiale durant SARL. J'ai creusé plus profondément dans les registres publics, cherchant tout ce qui était lié au numéro de sécurité sociale de Grégoire. Et puis je l'ai trouvé. Une demande de crédit d'il y a 3 jours d'un concessionnaire automobile en Allemagne. Il ne se contentait pas de fuir. Il faisait du shopping. Et la demande n'était pas à son nom. Elle était au nom de Martine Durand. Il avait volé son identité. Il ne se contentait pas de vider ses comptes courants. Il ouvrait de nouvelles lignes de crédit à son nom à l'étranger. Il brûlait son avenir pour alimenter sa fuite. J'ai attrapé mon téléphone. Il était 23 heures. J'ai appelé Serge, mon détective privé. Serge, ai-je dit quand il a répondu. Il n'est pas seulement dans la nature. Il est en Allemagne et il conduit une voiture achetée avec le score de crédit de ma mère. Nous devons le trouver avant qu'il ne passe en Suisse. Je m'en occupe, a dit Serge. Mais Élise, s'il est assez désespéré pour commettre un vol d'identité à l'étranger, il ne se laissera pas faire sans rien dire. Sois prudente. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'être prudente, ai-je dit en regardant le classeur de preuves. C'est lui. Le samedi matin a commencé avec une bruine grise et incessante. Je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit à transformer ma table de salle à manger en salle de guerre. La police avait le mandat pour la fraude en France, mais le vol d'identité en Allemagne était une nouvelle bête. Je devais prouver que c'était lui, pas maman, qui avait autorisé ces demandes de crédit. J'ai imprimé le rapport de crédit de maman. C'était un spectacle d'horreur. Au cours des dernières 72 heures, il y avait eu 5 demandes, un prêt auto, 2 demandes de carte de crédit, une demande de prêt sur salaire en ligne. Il essayait frénétiquement de récupérer de l'argent avant que le système ne le rattrape. Je suis allé à l'appartement de maman, enfin, la grande maison qu'elle était sur le point de perdre, à 8 heures du matin. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé. La maison était froide. Elle n'avait pas allumé le chauffage. Elle était assise à la table de la cuisine, portant son manteau, fixant une pile de courriers qu'elle avait manifestement cachés. Maman,
ai-je dit en posant une boîte de croissants sur la table. Nous devons travailler. Je ne peux pas, dit-elle, la voix terne. Je veux juste dormir. Tu pourras dormir quand il sera menotté, ai-je dit. Pour l'instant, nous devons geler ton crédit. As-tu ta carte de sécurité sociale? Elle a pointé une pile de papier. C'est là-dedans quelque part. J'ai commencé à trier la pile. Et c'est là que le véritable poids émotionnel de la trahison m'a frappé. Ce n'était pas seulement les relevés bancaires. C'étaient les reçus qu'elle avait gardés. J'ai trouvé un reçu pour un dîner dans un steakhouse. 300 €. Date, 14 octobre. Je me suis souvenu du 14 octobre. C'était mon anniversaire. Maman m'avait envoyé un texto. Pas de carte, pas d'appel. Elle avait dit qu'elle ne se sentait pas bien. Mais voici le reçu. Steak et homard pour 2. Grégoire. J'ai trouvé un reçu pour une paire de boucles d'oreilles en diamant. 800 €. Maman, ai-je dit en tendant le reçu. Où sont-elles? Elle a détourné le regard. Grégoire. Il a dit qu'il avait besoin d'un cadeau pour un client. Il a dit qu'il me rembourserait. Un client, ai-je ri, un son sec et aboyant. Maman, c'était pour Chloé, sa maîtresse. Tu as acheté des diamants pour la femme avec qui il te trompait. Maman a tressailli comme si je l'avais giflé. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, ai-je corrigé. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a arrêté le cœur. Ce n'était pas un reçu. C'était une lettre manuscrite sur du papier que je reconnaissais. C'était une lettre de moi, d'il y a 3 ans. Je l'avais écrite après une dispute que nous avions eue, essayant d'expliquer pourquoi je travaillais si dur, essayant de lui dire que je l'aimais. J'y avais mis tout mon cœur. La lettre était froissée, tachée de cercles de café, et utilisée comme sous-verre du côté du bureau de Grégoire. Il l'avait lu. Il en avait probablement ri. Et maman l'avait laissé utiliser ma vulnérabilité comme un endroit pour poser son verre. C'est à ce moment-là que le dernier fil d'espoir s'est rompu. J'ai regardé ma mère. Elle n'était pas la victime d'un cerveau. Elle était volontaire dans sa propre destruction parce que sa vanité comptait plus que ma dignité. « Élise ?» demanda maman, voyant l'expression sur mon visage. « Qu'est-ce que c'est ?»« Rien, ai-je dit en glissant la lettre dans ma poche. Juste des déchets. » J'ai passé les 3 heures suivantes au téléphone. Equifax, TransUnion, Experian. J'ai tout verrouillé. J'ai déposé des déclarations sur l'honneur de vol d'identité. J'ai contesté les frais. Puis Cécile est entrée. Elle avait l'air pire que maman. Ses yeux étaient rouges. La voiture a disparu, dit-elle en laissant tomber ses clés sur le comptoir. Quoi? Le dépanneur, sanglota Cécile. Ils sont venus à 6 heures du matin. Grégoire a arrêté de payer les mensualités de mon leasing il y a 3 mois. Il m'a dit qu'il le payait. Il empochait l'argent que je lui donnais. Tu lui donnais de l'argent? Ai-je demandé. Je pensais que tu étais fauché. Je lui donnais mes chèques de pension alimentaire, murmura Cécile. Il a dit qu'il les regrouperait avec ses paiements pour obtenir un meilleur taux d'intérêt. Je l'ai fixé. Tu as donné la pension de tes enfants à un joueur. Il n'était pas un joueur pour moi, cria Cécile. Il était la seule personne qui m'écoutait. Tu ne comprends pas, Élise. Tu as ta carrière. Tu as ton succès. Je n'ai rien. Il me faisait sentir que je construisais quelque chose. Et qu'as-tu construit, Cécile? Ai-je demandé froidement. Tu as construit un château de cartes sur une fondation de mensonges. Et maintenant tes enfants n'ont plus de voiture pour aller à l'école. J'ai besoin qu'on me dépose, dit-elle en me regardant. J'ai besoin qu'on me dépose au travail. Je ne peux pas perdre ce travail. Je te conduirai, ai-je dit. Mais en chemin, tu vas tout me dire sur le prêt garanti, parce que Serge pense qu'il y a plus que ça. Que veux-tu dire? Serge pense que Grégoire n'a pas seulement emprunté de l'argent à une banque. Il l'a emprunté à un usurier. Et si tu la garantis, ces requins vont venir te chercher. Cécile est devenue blanche. Monte dans la voiture, ai-je dit. Pendant que nous roulions,
mon téléphone a sonné. C'était Serge. Élise, sa voix était tendue. J'ai trouvé la voiture. Celle qu'il a achetée en Allemagne. Où est-elle? Elle est de retour en France, a dit Serge. Il a fait demi-tour. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il ne fuit plus, a dit Serge. Il est désespéré. Il a essayé d'encaisser un chèque dans un magasin d'alcool à Strasbourg et a été refusé parce que tu as gelé le crédit. Il n'a pas d'argent pour l'essence. Il n'a pas d'argent liquide. Et il sait qu'il ne reste qu'un seul endroit où il pourrait trouver quelque chose de valeur. Où ça, Serge? Il a été aperçu se dirigeant vers le nord sur la 6. Élise, il va au chalet du lac. Mon sang s'est glacé. Le chalet du lac. Mon sanctuaire. Il pense qu'il y a de l'argent là-bas, murmura Cécile depuis le siège passager. Mémé gardait de l'argent d'urgence dans le plancher. On lui en a parlé un soir où on était ivre. Il n'y a plus d'argent là-bas depuis 10 ans, ai-je crié. Je l'ai vidé. Il ne le sait pas, a dit Cécile. Et Élise, je crois que j'ai laissé ma clé de rechange sous le paillasson. J'ai freiné brusquement. La voiture a crissé jusqu'à s'arrêter sur le bas-côté. Tu as laissé une clé. Je laisse toujours une clé, a pleuré Cécile. Serge, ai-je dit dans le téléphone. Appelle le shérif de Haute-Savoie. Dis-leur qu'il y a un intrus dans ma propriété. J'arrive. Élise, n'y va pas, a prévenu Serge. Il est acculé. Il est dangereux. C'est ma maison, ai-je dit. Et j'en ai fini de le laisser prendre des choses qui m'appartiennent. J'ai fait un demi-tour. Je n'allais pas déposer Cécile au travail. Nous allions vers le nord. Le trajet jusqu'au chalet du lac prenait habituellement 2 heures. Je l'ai fait en 90 minutes. Le ciel était devenu d'un violet contusionné, promettant une tempête d'hiver. Cécile était assise sur le siège passager, agrippant la poignée de la portière. Elle n'avait pas cessé de pleurer depuis que nous avions fait demi-tour. Il va le brûler, gémit-elle. S'il ne trouve pas l'argent, il le brûlera par dépit. Il me l'a dit une fois, il a dit que s'il ne pouvait pas avoir quelque chose, personne ne l'aurait. Il ne va pas le brûler, ai-je dit, mes jointures blanches sur le volant. Parce qu'il pense que l'acte de propriété est son ticket de sortie. Il pense que s'il prend la propriété en otage, je le paierai. Le feras-tu? Demanda Cécile. Aucune chance. Nous avons tourné sur le chemin de gravier qui menait au cottage. Les pins se sont refermés sur nous. C'était isolé ici. C'était toujours l'attrait. Maintenant, ça ressemblait à un piège. J'ai vu les plaques allemandes en premier. Un Peugeot 5008 flambant neuf garé de travers sur ma pelouse, arrachant l'herbe que je venais de ressemer. La porte d'entrée du cottage était grande ouverte. Reste dans la voiture, ai-je ordonné à Cécile. Élise, non. Il pourrait avoir une arme. Il n'a pas d'arme. Il a mis sa montre en gage la semaine dernière. Il ne pouvait pas se payer une arme. Je suis sorti. J'ai fouillé dans ma boîte à gants et j'ai sorti la clé en croix. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était lourd. J'ai monté les marches du Porsche. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. C'était la maison où j'ai appris à nager. C'était la maison où Mémé m'a appris à cuisiner. Je suis entré dans le salon. C'était un désastre. Les coussins du canapé étaient lacérés. Les étagères étaient renversées. Il avait arraché les lattes du plancher dans le coin, l'endroit exact que Cécile lui avait indiqué. Grégoire, ai-je crié. C'est fini. La police est à 5 minutes. Il y a eu un bruit de fracas dans la cuisine. Grégoire est sorti en titubant. Il avait l'air dérangé. Ses yeux étaient fous. Sa chemise chère était déchirée. Et il tenait une bouteille de vin millésimé de Mémé, celle que je gardais pour une occasion spéciale. Il avait cassé le goulot et le buvait directement. Élise, a-t-il bredouillé. Un sourire s'est étalé sur son visage, mais il n'était plus charmant. C'était un rictus de haine. Je savais que tu viendrais. La fille parfaite, la protectrice. Sors de ma maison, ai-je dit en levant la clé en croix. Ta maison? Il a ri.
C'est notre maison. Cécile me l'a donnée. Nous sommes partenaires. Cécile est dans la voiture, ai-je dit. Elle sait que tu t'es servi d'elle. Elle sait pour Chloé. Elle sait pour l'usurier. Son visage a tressailli. C'est une menteuse. Elle m'aime. Elle te déteste, ai-je dit. Et la police aussi. Ils arrivent, Grégoire. Tu es piégé. Je ne suis pas piégé. Il a jeté la bouteille de vin. Elle s'est brisée contre la cheminée en pierre, éclaboussant du vin rouge comme du sang sur l'âtre. J'ai juste besoin d'un prêt. Tu as de l'argent, Élise. Tu as tellement d'argent. Donne-moi juste 50 000. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'irai au Mexique. Tu ne me reverras plus jamais. Je ne te donnerai pas 50 centimes, ai-je dit. Il s'est jeté sur moi. Il n'était pas un combattant. C'était un homme mou qui comptait sur la manipulation, mais le désespoir donne de la force aux gens. Il m'a plaqué. Nous avons heurté le sol durement. La clé en croix a glissé au loin. Il a attrapé mes épaules, me secouant. Arrange ça. Tu arranges toujours tout. Arrange ça pour moi. C'était le mantra de toute ma vie avec lui. Arrange ça, Élise. Paie ça, Élise. Gère ça, Élise. Quelque chose a cassé en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas paniqué. J'ai levé mon genou violemment dans son entrejambe. Il a hurlé et a roulé sur le côté. Je me suis relevé en titubant, attrapant la clé en croix. Je me suis tenu au-dessus de lui, respirant fort. Je ne suis pas ta réparatrice, ai-je craché. Je suis ton bourreau. Des sirènes. Je les ai entendues hurler sur le chemin de gravier. De belles sirènes, fortes et agressives. Grégoire les a entendues aussi. Le combat s'est vidé de lui. Il s'est recroquevillé sur le tapis qu'il avait ruiné. Il a commencé à sangloter. Maman, a-t-il gémi. Je veux Martine. C'était la chose la plus pathétique que j'ai jamais entendue. Les adjoints du shérif ont fait irruption, arme au poing. Lâchez l'arme, m'ont-ils crié. J'ai lâché la clé en croix. J'ai levé les mains. Il est à vous, ai-je dit. Ils l'ont menotté. Ils l'ont traîné dehors. Il criait à la pitié, criait pour son avocat, criait pour ma mère. Cécile est entrée en courant. Elle a vu la destruction. Elle a vu le vin sur la cheminée. Elle m'a vu, échevelé mais debout. Elle m'a serré dans ses bras. C'était la première fois qu'elle me serrait dans ses bras en disant sans demander d'argent. Tu saignes, a-t-elle dit en touchant ma joue. J'ai touché mon visage. Grégoire a dû me griffer. C'est rien, ai-je dit. C'est juste une égratignure. La maison aura besoin de travaux. On la réparera, a dit Cécile. Je t'aiderai. Je te le jure. Je l'ai regardée. Je voulais la croire. On verra, ai-je dit. Le lendemain matin, j'étais de retour à la prison du comté. Grégoire était détenu sans caution. Risque de fuite, vol d'identité, agression. Je n'avais pas à y aller, mais j'avais besoin de le regarder dans les yeux une dernière fois. J'avais besoin de savoir s'il y avait d'autres surprises. Nous avons parlé à travers la vitre. Il avait l'air terrible. Le sevrage de l'alcool et de l'adrénaline le faisait trembler. Élise, a-t-il dit, la voix rauque. S'il te plaît, prends-moi un avocat. Le commis d'office est un idiot. Je ne suis pas là pour t'aider, Grégoire, ai-je dit. Je suis là pour demander où est le reste de l'argent. Les 80 000 de la ligne de crédit hypothécaire. Tu n'as pas tout dépensé en 3 semaines. Il a souri, un faible écho de son ancien sourire narquois. Peut-être que je l'ai enterré. Peut-être que je te le dirai si tu mets de l'argent sur mon compte en prison. Tu ne l'as pas enterré, ai-je dit. Tu as payé quelqu'un. Qui? Il s'est penché en avant. Tu te crois si intelligente, Élise? Mais tu ne sais pas la moitié de l'histoire. Je n'ai pas seulement emprunté à l'usurier. Je lui ai vendu l'acte. Mon cœur s'est arrêté. Tu quoi? L'acte de renonciation que Cécile a signé, a-t-il dit.
Je ne l'ai pas seulement utilisé comme garantie. Je l'ai cédé à Vinny en échange d'argent liquide. Vinny possède la moitié de ton cottage, Élise. Bonne chance pour l'expulser. Je l'ai fixé. C'était le rebondissement que je n'avais pas vu venir. Il avait vendu une participation de 50% de mon héritage familial à une entreprise criminelle. Tu mens, ai-je dit. Vérifie au bureau des hypothèques, a-t-il ri. Je l'ai posté mardi. Il a probablement été enregistré ce matin. Je me suis levé. Profite bien de la prison, Grégoire. J'espère que Vinny te trouvera là-dedans. Je suis sorti, mon esprit en ébullition. Si Vinny, qui que ce soit, détenait un acte enregistré, j'étais dans un scénario cauchemardesque. Je serais copropriétaire avec un mafieux. Il pourrait forcer une vente par licitation. Il pourrait me forcer à vendre le cottage pour le rembourser. J'ai appelé Robert immédiatement. Nous avons un problème, ai-je dit. Je sais, a dit Robert. Je viens de recevoir un appel d'un avocat représentant Vincenzo Holdings. Il revendique un droit de propriété sur le chalet du lac. Ils veulent parler. Ils veulent de l'extorsion, ai-je dit. Élise, écoute-moi. Cet acte, si Cécile l'a signé à la SARL de Grégoire et que Grégoire l'a signé à Vinny, il pourrait être valide en apparence. Nous devons prouver que le transfert initial était frauduleux. Cécile a été contrainte, ai-je dit. Elle a été séduite et on lui a menti. C'est difficile à prouver devant un tribunal immobilier, a prévenu Robert. Ça pourrait prendre des années. Ou nous pouvons les racheter. Je ne paierai pas un criminel pour ma propre maison. Alors prépare-toi à la guerre, a dit Robert. J'ai conduit jusqu'à la maison de maman. Je devais lui dire. Je devais lui faire savoir que son ange nous avait essentiellement vendus à la mafia. Quand je suis entré, maman était au téléphone. Elle a raccroché rapidement. C'était qui? Ai-je demandé. Personne, a-t-elle dit, l'air coupable. Maman, c'était la prison. Elle s'est mise à pleurer. Il m'a appelé en PCV. Élise, il a l'air si effrayé. Il dit qu'on le bête. Il a besoin d'argent pour la caution. Il n'y a pas de caution, ai-je crié. Et même s'il y en avait, tu n'as pas d'argent. Il a tout pris. J'ai mes bijoux, a-t-elle murmuré. Les pièces que j'ai cachées. Je les fixais. Elle avait caché des bijoux aux déménageurs, aux collecteurs de dettes. Et elle était prête à les vendre maintenant, non pas pour sauver sa maison, mais pour l'aider. Si tu lui envoies un centime, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Je sortirai par cette porte et je ne te parlerai plus jamais. Je te poursuivrai pour complicité de fraude. Je te détruirai, maman. Ne me teste pas. Elle s'est recroquevillée. Elle ne m'avait jamais vu comme ça. Il a vendu le cottage à un mafieux, maman, ai-je dit. C'est ce qu'il a fait. Il a vendu la maison de Mémé à un voyou nommé Vinny. Sa main a volé à sa bouche. La maison de Mémé. Oui. Alors, garde tes bijoux. Tu en auras besoin pour payer tes funérailles parce que j'en ai fini. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement. Ça semblait plus définitif comme ça. Le mois suivant fut un tourbillon de motions juridiques. Vincenzo Holdings a intenté une action en partage, demandant que nous vendions le chalet et partagions les bénéfices. J'ai refusé. J'ai engagé un expert en documents. Je lui ai fait analyser la signature de Cécile sur l'acte de renonciation. Elle est authentique, m'a dit l'expert. Elle l'a signée. Mais était-elle sous la contrainte? Ai-je demandé. Je ne peux pas le dire à partir de là, a-t-il dit. J'étais en train de perdre. La loi ne se souciait pas de l'équité. Elle se souciait de la paperasse. Et Grégoire avait la paperasse. Puis j'ai eu une chance. Serge, mon détective, m'a appelé. Vinny n'est pas seulement un homme d'affaires. Il est sous le coup d'une inculpation fédérale pour racket. Les fédéraux viennent de saisir ses biens. Est-ce que ça inclut l'acte? Si cette histoire vous a fait bouillir le sang, ou si elle vous a donné le courage de vérifier votre propre rapport de crédit, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide la chaîne,
Mais plus important encore, cela aide cette histoire à atteindre d'autres femmes qui pourraient avoir besoin d'un électrochoc. Abonnez-vous pour plus d'histoires de justice. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû jouer le rôle du méchant pour sauver votre famille? Je veux entendre votre histoire. Restez en sécurité, soyez intelligents, et ne laissez personne signer à votre place. Ça inclut tout. L'acte est maintenant la propriété du gouvernement américain. J'ai ri. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Mon copropriétaire n'était plus un mafieux. C'était l'oncle Sam. J'ai appelé Robert. Pouvons-nous négocier avec les fédéraux? En fait, oui, a dit Robert. Le ministère de la Justice ne veut pas posséder un cottage en Haute-Savoie. Ils mettront la participation aux enchères. Tu peux enchérir. Combien? Valeur estimée, probablement 150 000 € pour la moitié de la participation. C'était beaucoup d'argent. C'était la plupart de mes économies, mais c'était propre. Fais-le, ai-je dit. Organise ça. Mais il y avait une dernière chose à régler. Grégoire, son procès commençait et il a signé maman à témoigner pour lui. Il voulait qu'elle dise qu'elle avait tout autorisé pour le faire acquitter des accusations de fraude. Je suis allé voir maman. Elle vivait dans le petit appartement que je lui avais loué. Elle avait l'air misérable. Tu as une assignation, ai-je dit. Je dois dire la vérité, a-t-elle dit. La vérité, c'est qu'il t'a volé, ai-je dit. Si tu mens à la barre pour le protéger, tu commets un parjure. Et je fournirai les preuves qui prouvent que tu mens. J'enverrai ma propre mère en prison si je le dois. Pourquoi le détestes-tu autant? A-t-elle demandé. Il a fait des erreurs. Je ne le déteste pas, ai-je dit. Je déteste ce que tu es devenu quand tu étais avec lui. Tu as oublié que tu avais une fille. Elle m'a regardé. M'a vraiment regardé. Je n'ai pas oublié, Élise. J'étais juste déçu. La vérité est enfin sortie. Déçu. Tu n'avais pas besoin de moi, a-t-elle dit. Tu as toujours été si parfaite, si indépendante. Grégoire avait besoin de moi. C'était bon de se sentir utile. J'avais besoin d'une mère, ai-je dit, les larmes coulant enfin. Je n'avais pas besoin d'une dépendante. J'avais besoin d'une maman. Elle s'est mise à pleurer. Je suis désolé, Élise. Je suis tellement désolé. Ce n'était pas une excuse parfaite. Ça ne réparait pas l'argent perdu, mais c'était un début. Ne témoigne pas pour lui, ai-je dit. Témoigne pour toi-même. Le procès fut court. Maman a pris la barre. Elle a regardé Grégoire, qui lui a souri depuis le banc des accusés. Madame Durand, a demandé le procureur, avez-vous autorisé ces virements? Maman a fait une pause. Elle a regardé Grégoire. Puis elle m'a regardé, assise dans le public. Non, a-t-elle dit clairement. Je ne l'ai pas fait. Il a volé ma confiance et il a volé mon argent. Le sourire de Grégoire a disparu. Il s'est affalé sur sa chaise. Le verdict fut coupable sur tous les chefs d'accusation. Vol d'identité, fraude électronique, falsification. Il a pris 8 ans. Après la sentence, je suis sorti du palais de justice. L'air était vif. C'était fini, mais pas tout à fait. J'ai conduit jusqu'au chalet du lac. J'avais remporté l'enchère. Je possédais maintenant 100% de la propriété. J'ai traversé les pièces vides. Le plancher que Grégoire avait arraché était réparé. La tache de vin sur la cheminée était nettoyée, bien qu'une légère ombre subsistât. Je me suis assise sur le porche. Mon téléphone a sonné. C'était Cécile. Il m'a appelé, a-t-elle dit. De prison. As-tu répondu? Non, a-t-elle dit. J'ai bloqué le numéro. Bien joué. Élise, merci de nous avoir sauvés, même quand nous ne voulions pas être sauvés. C'est ce que font les grandes sœurs, ai-je dit. J'ai raccroché. J'ai regardé le lac. Je n'étais plus seulement une grande sœur. Je n'étais plus seulement une fille. J'étais la survivante d'une guerre domestique. J'avais beaucoup perdu. Mes économies étaient entamées.
Ma famille était marquée, mais j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu il y a des années, mon amour-propre. J'ai siroté mon café. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de violet contusionné et d'or triomphant. J'étais seul. Et pour la première fois de ma vie, être seul ne me semblait pas solitaire. Ça ressemblait à une victoire. La vie a repris un rythme plus calme. Maman s'est habituée à l'appartement. Elle a rejoint un club de lecture. Elle a cessé de parler de Grégoire. Nous avions des dîners le dimanche, mais ils étaient différents. Nous partagions l'addition. Je ne payais plus pour tout. Cécile a eu une promotion au restaurant, elle est devenue chef d'équipe. Elle remboursait ses dettes lentement. Je me suis concentré sur ma carrière. J'ai pris de nouveaux clients, en particulier des femmes traversant des divorces difficiles. Je les ai aidées à trouver des actifs cachés. Je les ai aidées à sécuriser leur avenir. Un jour, une lettre est arrivée de prison. Pas d'adresse de retour, mais je reconnaissais l'écriture. Élise, tu crois que tu as gagné, mais tu seras toujours seule. Au moins, j'ai connu l'amour une fois. Je l'ai lu. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la pitié. J'ai pris un briquet dans mon tiroir. Je suis allé à l'évier de la cuisine. J'ai allumé le coin de la lettre et je l'ai regardé brûler. La cendre s'est enroulée dans le siphon. Je ressens de l'amour tous les jours, ai-je dit à la fumée. Je m'aime assez pour te tenir à l'écart. J'ai rincé la cendre. C'est de nouveau la Toussaint. Nous sommes au chalet du lac. La rénovation est terminée. La cuisine est ouverte et aérée, remplie de l'odeur de la sauge et de la dinde rôtie. Tante Marguerite est là, versant de généreux verres de vin. Maman épluche les pommes de terre, se plaignant de son arthrite, mais en souriant. Cécile met la table avec ses enfants. Élise, crie Cécile. Où veux-tu le centre de table? Au milieu, dis-je en entrant du porche. Je les regarde. Ce n'est pas une famille parfaite. Il y a des cicatrices. Il y a des silences où nous ne mentionnons pas le passé. Mais c'est réel. Il n'y a pas de golden boy nous charmant avec des mensonges. Il n'y a pas de dette qui pèse sur nos têtes. Enfin, sauf celle de Cécile, mais elle s'en occupe. Je lève mon verre. À nous, dis-je. À nous, répète-t-il. Maman me regarde. À toi, Élise. Merci. C'est la première fois qu'elle me remercie sans ajouter de mais. Je souris. De rien. Je sors sur la terrasse pour prendre l'air. Le lac est calme. Je pense au voyage, à la peur, à la colère, à la justification. Je réalise que le contraire de l'amour n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Et je suis enfin indifférente à Grégoire. Il est une histoire de fantôme que nous racontons pour avertir les autres. Je suis l'auteur du reste de ma vie. Voilà mon histoire. Je n'ai pas seulement divorcé. J'ai été remplacé. J'ai été effacé. Et puis je me suis fait entendre. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de comportement. On peut divorcer de son mari, mais parfois il faut aussi divorcer des attentes de sa famille. J'ai appris que l'abus financier est tout aussi dommageable que l'abus physique. Il vole votre avenir. Et j'ai appris qu'être la forte est un piège. Il faut être l'intelligente. Si vous écoutez ceci et que vous sentez ce nœud dans votre estomac, ce sentiment que quelque chose ne va pas avec votre argent ou votre partenaire ou votre dynamique familiale, écoutez-le. Vérifiez les comptes. Lisez les petits caractères. Ne signez pas le papier juste pour maintenir la paix. La paix construite sur un mensonge n'est qu'un cessez-le-feu qui attend de se rompre. Je suis Élise. Je suis expert comptable. Je suis une sœur. Je suis une fille. Et je suis la propriétaire de cette maison et de cette vie, libre de toute dette. Merci de m'avoir écouté. Et ainsi, cette histoire nous laisse avec un puissant rappel. La résilience n'est non pas en évitant la douleur, mais en l'affrontant de front. Le parcours d'Élise nous enseigne que l'estime de soi n'est pas définie par la façon dont les autres nous perçoivent, mais par la façon dont nous choisissons de nous défendre lorsque le monde tente de nous faire taire ou de nous remplacer.
Elle nous a montré le courage qu'il faut pour se libérer des relations toxiques et la force nécessaire pour reconstruire, même lorsque les dégâts semblent insurmontables. Plus qu'un simple récit de trahison et de justice, cette histoire met en lumière l'importance des limites, du respect de soi et de la volonté de se battre pour ce qui compte vraiment. Elle nous met au défi de remettre en question les rôles que nous jouons dans nos familles, de valoriser nos propres voix et de rester ferme face à la manipulation, peu importe à quel point elle est proche de nous. Élise n'a pas seulement sauvé ses finances, elle a reconquis son identité, prouvant que la véritable libération commence de l'intérieur. La gracia, que no quede perfecto. Y ir mejorando también, ¿no? O sea, de que si va quedando bien o va quedando mal, pues que sea un poco por lo que vamos haciendo y mejorando y tal, y no tanto porque lo sacamos de una página de internet o tal. Aparte que para mí pierde un poco la gracia. O sea, por ejemplo, con la Valkyria sí, porque el punto es de nuevo replicarla. Entonces, pues para replicarla, pues sí está bien hacer eso. Pero cuando no es en plan hay que replicarla, cuando es más en plan vamos a hacerlo, o sea, de que por ejemplo incluso una casa mía, ¿no? O sea, de que haga mi casita en Minecraft o así, me gusta, igual y sí puedo sacar ideas de otras construcciones o de otros lados, o sea, no digo que no descarto el sacar ideas, pero me gusta hacerlas en mi cuenta, por mi cuenta, porque ya literal copiar algo y seguir un tutorial o cosas así, a mí en lo personal como que no me agrada mucho porque pues, no sé, prefiero, lo que me gusta es construir. Lo que me gusta es construir, pelearme un poquito, que si no me gusta lo quito, luego lo arreglo y como ahí irnos medio peleando entre comillas con con la construcción. Ya sea Luffy o ya sea una casa o lo que sea, pero pues sí, si lo hago de otra manera, pues como que ya para qué, literal, ya para qué. Yo creo que aquí ya lo voy a cerrar así. Sí, ¿no? ¿Puedo ayudarte, bro? Pues ya casi termino, pero supongo que sí, pero ya casi, literal, ya casi termino. Te puedo ayudar, ¿qué haces? Estamos construyendo a Luffy. Pero sí, ya casi termino. En este universo, Luffy en vez de comer se fumó la fruta, sí. Y justamente sí, bueno, ya me voy a dormir. Dale, Espinosaurio, muchísimas gracias por estar aquí un ratillo. Nos vemos, descansa, sueña bonito, nos vemos. Y ten bonito viernes, pásatela bien. Pero sí, ya casi acabo, de todos modos, está muy picudo, lo más aplastado. Sí es lo que iba a ver ahorita desde lejos. Es que no es lo mismo verlo, pero sí. ¿Sabes qué? Le voy a bajar dos niveles, creo yo. ¿Dos o uno? Yo creo que dos. Vamos a ver si así. Sí es un poco... Bueno, no es tan picudo, pero... A ver. A ver si así... Sí, creo que está mejor así. Pon Shock the World. ¿De canción, de música? O de qué? Shock the World. ¿De quién? ¿De Te Voy Franco? ¿De Getman Nesh? ¿Te Voy Franco? Gracias por los tap-taps, Josmar. Se agradece. ¿Sí es de él? Sí, ok. O sea, sí de Te Voy Franco, supongo, ¿no? Supondré que sí. A to Q. Siempre díganme el nombre del artista por si las dudas, porque ya saben que luego hay canciones que se llaman igual y son de diferente artista, ya sea porque es la misma canción, pero otra versión, la versión de otro artista, o, o porque es una canción completamente diferente y simplemente tiene el mismo nombre, porque pues a veces pasa también, ¿no? Mm, sí, yo creo que algo así. Ahorita veo. Primero vamos a rellenar todo. Ya no sé si quedó simétrico porque me rellenaron las otras partes. Eh, Creo que lo único que no está igual es esto. No, y no es lo único. De hecho, este no va, este no va, este no va, este no va. Y es que aquí
Este no va. Y haría este aquí. Sí, tengo que irme ahí peleando. ¿Y por qué haces el goma goma? Pues porque me gusta construir cositas y porque me las pidieron. A ver, más porque me las pidieron, porque yo nunca había hecho este tipo de construcciones. Literal, las empecé a hacer porque me pidieron al ñoku y del ñoku ya empezaron a salir todas las demás construcciones. Pero ya ahora es porque me gustan, la verdad. Bueno, y porque siempre me ha gustado construir, ¿no? Nada más que yo nunca había construido como personajes ni nada. Yo solamente me dedicaba a construir de que casitas y demás. Eh, pero, pues bueno, empecé a construir esto y la verdad es que me gusta, me la paso bien construyendo. Entonces por eso los construyo. Esto fuera.